slave in the magic mirror. Come from the farthest space. Il ne vous aura peut-être pas échappé qu'un remake de Blanche-Neige et les 7 Nains, le premier long métrage d'animation des studios Disney, est en préparation. Prévu pour 2024, Blanche-Neige serait réalisé par Mark Webb, avec au casting Rachel Zegler dans le rôle titre et Gal Gadot dans le rôle de la reine sorcière. Et je sais pas vous, mais moi j'en ai rien à péter. En effet, un choix bien audacieux pris par les studios Disney ces dernières années fut de produire des remakes des classiques d'animation qui ont fait leur succès en film à prise de vue réelle pour pouvoir les ressortir en pareil mais un peu différent pour que les gens retournent le voir, que ça fasse un deuxième succès. Si on avait déjà eu droit à 2 adaptations des 101 Dalmatiens en 1996 et 2000 avec Glenn Close, Hugh Laurie et Gérard Depardieu en slip, ainsi que le très laid Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton en 2010, c'est en 2014 que les choses sérieuses commencent avec Maléfique de Robert Stormberg, puis Cendrillon de Kenneth Branagh l'année suivante, suivi l'année d'après par Le Livre de la Jungle de Jon Favreau, et à partir de là c'est le festival. Et c'est ainsi que rien qu'en 2019, on a eu le droit à 4 remakes en prise de vue réelle et un remake en animation photoréaliste. Parce que chez Disney, il y a un mec qui s'est dit que quelqu'un, quelque part, en avait quelque chose à foutre du Roi Lion en photoréaliste. Non mais si ça a marché, c'est que le public le voulait, non? Tu sais, à ce stade, je pense que si on avait refait le Roi Lion avec des marionnettes chaussettes, ça aurait tout aussi bien marché. Bien que décriés par les communautés cinéphiles, ces remakes font des scores mirobolants au box-office, à un tel point que Disney pense parfois en faire des points de départ de franchise. Ainsi, il est par exemple prévu un préquel au Roi Lion de 2019 racontant l'origine de Mufasa. Non! Non! On veut pas! Ah ok, donc si on en parle, c'est juste pour le référencement en fait, c'est ça? Alors pas que. Bien que je considère que les remakes Disney n'ont que peu d'intérêt artistique en soi, quoiqu'il existe sûrement des exceptions que des gens plus informés que moi pourront mettre en commentaire, c'est la réaction d'une certaine frange du public qui m'interroge sur la notion même de remake. Qu'est-ce qu'un remake? Pourquoi on en fait? Peuvent-ils apporter quelque chose d'un point de vue créatif? Et pourquoi celui de Blanche-Neige semble déchaîner les passions à ce point? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, je suis Skull Kid, bienvenue dans les bois perdus. C'est le wokisme. Bah oui, et oui, le wokisme, évidemment le wokisme. Évidemment, pourquoi réfléchir, on peut tout mettre sur le dos des woke. Si j'en crois Wikipédia, la base de tout le savoir occidental, le mot woke renverrait au fait d'être conscient des problèmes liés à la justice sociale et à l'égalité raciale. Le terme est également utilisé pour dénigrer des idées progressistes, souvent centrées sur la défense des droits des groupes minoritaires. Les mots woke ou wokisme sont devenus le reflet d'une véritable panique morale. On y fourre désormais tout ce qui peut représenter les peurs des franges conservatrices en invoquant une inquisition religieuse ou encore un recul de la liberté d'expression, comme le prouve cette imposante liste de livres parus depuis 2018 bravant courageusement la censure woke et qui ne comprend pas tous ceux sortis ou sur le point de sortir pour la rentrée littéraire de cette année. Mais enfin, ça va pas! Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! Et donc dans tout ça, Disney serait woke, parce qu'il forcerait l'intégration de personnes issues de minorités dans leur production. On a déjà eu le droit à tout le tintouin pour la petite sirène noire, avec déjà des gens qui sont allés jusqu'à faire des hypothèses scientifiques sur la possibilité d'une personne mi-femme noire, mi-poisson. Et là, Blanche-Neige est également une personne racisée, et tous les spécialistes en littérature germanique de Twitter sont venus nous dire que c'était un sacrilège que Blanche-Neige ne soit pas blanche. Des femmes noires? Dans mes contes de fées? Ajoutez à cela des propos de Rachel Zegler, comme quoi elle n'avait pas apprécié le film de 1937, notamment à cause du traitement du personnage féminin. Sacrilège! Blasphème! Heureusement que les anti-wokistes sont là pour lutter contre la dérive religieuse en s'indignant des avis contre nature. Et là, la parole d'évangile est arrivée par la voix de David Hand Jr. De qui? Exactement. David Hand Jr. est, comme son nom l'indique, le fils de David Hand, réalisateur du film d'animation original, et en tant que tel, il s'est exprimé dans les médias du haut de ses 91 ans pour nous dire ceci. C'est pathétique de voir les choses de cette façon-là. J'ai peur de ce qu'ils vont faire au premier film. Leurs pensées sont si radicales de nos jours, ils changent les raisonnements des personnages, ça ne ressemble plus aux histoires d'origine, ils inventent de nouvelles choses woke et ça ne me plaît pas beaucoup. Je trouve même que c'est insultant. Il n'y a aucun respect pour le travail de Disney et celui de mon père. Disney ne devrait pas s'emparer d'un classique pour le réécrire. Prenez autre chose, inventez de nouveaux personnages. Si vous voulez le faire, ok, mais ne détruisez pas un classique ou une œuvre d'art. Et là, moi je dis qu'il faut arrêter les conneries 2 minutes. Le mec a beau être le fils de quelqu'un très impliqué dans le film original, on s'en fout de ce qu'il a dit, ça ne lui donne aucune légitimité. J'ai trouvé aucune info sur lui si ce n'est son lien de parenté avec David Hand. Il n'a pas l'air de travailler dans le même domaine que son père et il n'est en aucun cas porteur d'une quelconque autorité. Ça me rappelle quand on avait là le neveu de Charles de Gaulle qui faisait le tour des plateaux pour tenir des propos complotistes, mais on l'écoutait quand même parce que, je sais pas, c'était le neveu du général. Mais revoyons les bases.
Il n'est pas rare que les œuvres d'art se voient adaptées en autres œuvres d'art, par exemple des livres adaptés en film, des films adaptés en jeux vidéo, des jeux vidéo adaptés en film, et même des films adaptés en livres. Comme cette sublime novélisation du Bon, la Brute et le Truand. Je l'ai pas lu, hein. Je sais pas. Un remake, c'est donc une catégorie spécifique d'adaptation artistique, celle d'une œuvre adaptant une autre œuvre du même médium, plus souvent un film adapté d'un autre film préexistant. Il n'est pas rare de trouver des remakes de films oubliés ou jugés dépassés par l'époque actuelle. Et vous, quel film aimeriez-vous voir en remake? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Et toi, Fulgence? Eh bien moi, j'aimerais un remake de YouTube, une contre-culture, Chronique des bois perdus numéro 1, mais avec un meilleur son. T'es d'humeur caustique aujourd'hui, toi? Il existe plein d'autres variantes comme le remake d'un film par le même réalisateur que l'original, le remake fidèle plan par plan, ou encore le film qui marche bien dans son pays et qui a un remake dans tous les autres pays parce qu'on va pas se faire chier à écrire des sous-titres. Y a plein de raisons et de manières de faire un remake, et ça date pas d'hier. Pour avoir feuilleté un livre de français de terminal L durant mes années lycée, je me souviens d'un chapitre entier sur les réécritures qui prenaient comme base les différentes versions de Don Juan et de Médée. Au XVIIe siècle, en France, Pierre Corneille et Jean Racine représentent chacun leur version de Bérénice à une semaine d'intervalle. Et pourtant, personne ne vient protester du manque d'originalité des deux dramaturges, car cela n'empêche pas les œuvres d'être différentes, voire opposées sur bien des points. En droit français, on dit qu'une œuvre d'art est protégée par son originalité, ce qui est défini comme reflétant l'empreinte de la personnalité de l'auteur, bénéficiant de son apport personnel et intellectuel. Autrement dit, peu importe le sujet du récit, la personnalité de l'auteur est censée drastiquement modifier l'œuvre en elle-même. Sans compter que les œuvres divergent évidemment de par leurs conditions de production et de diffusion. Je veux dire, on n'écrit pas pareil Antigone au 1er siècle sous l'Empire romain qu'au 20e sous l'occupation nazie. La notion de remake dans l'inconscient collectif dépend beaucoup du système de droit d'auteur, car dans les faits, n'importe qui peut faire un film Blanche-Neige. Certains ne se sont d'ailleurs pas privés, comme le cinéaste espagnol Pablo Berger, qui propose sa version Blancanieves en 2012, muette et transportant le conte dans la culture andalouse des années 1920. Pour autant, dans l'inconscient collectif, Blanche-Neige, elle porte une robe bleue et rouge et appartient à la Walt Disney Company. C'est ce qui est le plus frappant dans la citation de David Hand Jr., c'est quand il dit, je cite, « Disney ne devrait pas s'emparer d'un classique pour le réécrire. » Est-ce que tu te foutrais pas un peu de notre gueule? Bah oui, je sais pas si vous êtes au courant, mais la plupart des classiques d'animation des studios Disney sont des adaptations qui souvent trahissent totalement les œuvres littéraires dont ils sont inspirés. Blanche-Neige est notamment un conte de tradition orale, consigné à l'écrit pour la première fois connu par les frères Grimm en 1812. Conte qui se termine d'ailleurs par la méchante reine condamnée à danser avec des souliers de fer rouge jusqu'à ce que mort s'en suive. Et là on touche au point sensible de la démarche Disney, le fait de remplacer des œuvres du folklore et de la culture classique pour créer de nouveaux standards. C'est donc ça le grand remplacement. Pensez-y, quelle image mentale vous vient quand je vous dis Peter Pan ou le Livre de la Jungle ou même Notre-Dame de Paris? Probablement pas J.M. Barrie, ni Rudyard Kipling, ni Victor Hugo, mais bien les versions des studios Disney, qui ont éclipsé les versions d'origine pour se poser en œuvre classique. Le tout en standardisant énormément les récits originaux, faisant passer pour des récits enfantins et se ressemblant tous, bien loin des versions d'origine. Ça ne m'empêche pas de beaucoup aimer certaines de leurs œuvres, mais il faut avoir ça en tête quand on aborde ce cas, pour éviter de considérer les films Disney comme des icônes dont il ne faudrait pas toucher la moindre virgule. Un remake devrait se penser en tant que film à part entière au lieu d'être une version 1.5 d'un autre film, comme c'est souvent le cas chez Disney. Je déclenche une tempête. À chaque fois que je pète. Oh, Timon, d'habitude tu m'arrêtes. Non, ça sert à rien, ça fait 100 fois que je le répète. Là, cette blague n'est là que parce que les créateurs du film n'estiment que le public a déjà vu la première version du Roi Lion. Et la blague, c'est que ça diffère de l'original. Quand bien même, au nom de quoi une version de l'histoire serait-elle la bonne? Prenons une fois de plus l'exemple de Star Wars. La dernière trilogie, en plus d'être souvent décriée, a été désavouée par George Lucas, le créateur de la franchise. Mais celui-ci n'a rien pu faire pour des histoires de gros sous et de propriété intellectuelle, faisant techniquement de tout l'univers Star Wars Disney une fanfiction. De ce point de vue-là, c'est sûrement pas les législations sur la propriété intellectuelle qui font d'une œuvre quelque chose de canonique. Chacun peut faire sa petite tambouille à considérer les suites, remakes et autres spin-offs comme canon selon ce qui lui plaît. À partir de là, considérer que certaines œuvres n'ont pas de légitimité à exister est nul et non avenu. Comme nous l'avons vu plus tôt, tout artiste a le droit de raconter à sa manière l'histoire de Blanche-Neige, quitte à trahir complètement ce que d'autres voient comme essentiel à ce récit. Une adaptation ou un remake peut se servir de la connaissance du public des anciennes histoires comme un outil dramaturgique. Mais moi, j'ai pas envie de parler de Blanche-Neige finalement. J'ai envie de parler de Dracula. Donc Dracula est un roman irlandais écrit par Bram Stoker et publié en 1897. Aujourd'hui, l'œuvre et son personnage titre font partie intégrale de la culture populaire, via notamment les nombreuses réécritures qui en ont été faites. Ainsi, une adaptation en pièce de théâtre a vu le jour, ensuite elle-même adaptée en film est venue en 1931, réalisé par Todd Browning, et rejoignir le catalogue dit des Universal Monsters. Par la suite, de nouveaux films mettant en scène le personnage voient le jour très régulièrement. Il y a bien sûr la saga produite par le studio britannique Hammer Film, à partir des années 1950,
dans lequel Dracula est joué par Christopher Lee, et finissait par affronter le monstre de Frankenstein, ainsi que des vampires chinois. Mais aussi la version des années 1990, réalisée par Francis Ford Coppola, se voulant plus fidèle possible au roman, mais déployant une ambiguïté qui n'existait pas dans ce dernier, ainsi que des trésors imaginatifs de mise en scène. Ne pas oublier la contrefaçon allemande muette de Murnau, Nosferatu, qui aura lui aussi le droit à un remake par Werner Herzog 50 ans après. Des Dracula comiques, des Dracula Papagato, des Blackula, des Zoltan le chien sanglant de Dracula, des Batman contre Dracula et tant d'autres. Le personnage s'est donc en quelque sorte affranchi de l'emprise de son auteur pour appartenir au patrimoine commun. Ça ne choque plus personne maintenant de se servir de ce que le public sait de Dracula, de son univers, des personnages qui gravitent autour, pour créer des œuvres originales à partir de ces tropes. Rien que cette année, nous avons eu le droit à au moins 2 adaptations officieuses du roman de Stoker au cinéma. La première est une comédie noire sur le personnage secondaire de Renfield avec Nicolas Cage, et le second un film d'horreur basé sur un très court extrait du livre gonflé pour en faire un film de 2 heures. On voit alors que les possibilités d'œuvres autour du canon de Dracula sont gargantuesques. Les œuvres adaptées par les studios Disney, au contraire, réduisent leur champ d'action, en proposant une version définitive des récits. Dorénavant, une adaptation de Peter Pan devra se référer au film de 1953. Et eux-mêmes n'alimentent que des auto-références. Le jeu avec les codes préexistants est l'un des outils créatifs les plus efficaces, et ce dans tous les domaines. C'est ce qui fait l'évolution des genres, par exemple. Pas la peine d'écouter les pourfendeurs du wokisme qui voudraient que les œuvres suivent un canevas éternel et absolu. Ça alors! Des gens se serviraient de l'art uniquement pour véhiculer leurs idées politiques. Mais je tombe des... De nos jours, la grande mode, c'est la déclinaison en grandes franchises dans lesquelles tous les films se regroupent et rien ne doit se contredire. Certaines œuvres préexistantes sont même incorporées dans les canons plus récents à grands coups de multivers. Parfois ça marche, comme pour Spider-Man, et parfois c'est désastreux, comme pour Spider-Man aussi. Mais surtout, on ne parle alors plus que de si le récit est fidèle au personnage. En général, même plutôt à l'idée du personnage que se fait celui qui en parle. Dis-moi quelle est ta vision de Spider-Man et je te dirai qui tu es. N'oublions pas que ces personnages ont connu plusieurs décennies d'évolution, et qu'on ne peut pas les considérer tels qu'ils étaient à leur création. Parce que le contexte n'est pas le même. Et pour les petits malins qui écrivent des livres qui râlent parce que la politique s'immiscerait dans les films et les séries, eh ben bravo, vous avez compris. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager. Je suis Skull Kid, merci de m'avoir suivi dans les bois perdus. Eh Skull Kid, il y a une journaliste du Point là, elle a une perruque rose et elle veut se faire passer pour une membre de l'équipe. Je fais quoi? Bon, fais semblant de pas l'avoir vu, ils seront jamais assez cons pour écrire un papier là-dessus comme s'ils avaient infiltré la mafia. Enfin, j'espère.